Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. Cette semaine, on voit les investigateurs de la boîte aux confins de la Terre. Et aujourd'hui, dernier investigateur, le survivant, Bob Jenkins. Donc Bob Jenkins, le représentant, 2 de volonté, 4 d'intelligence, 3 de force, 3 d'agilité. Trait entrepreneur, à n'importe quel moment, un investigateur dans votre lieu peut vous révéler les soutiens objets de sa main. Vous pouvez effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui ne peut être utilisée que pour jouer un soutien objet depuis la main d'un investigateur dans votre lieu sous leur contrôle. Les deux investigateurs ont le droit de payer des ressources, ont le droit de dépenser des ressources pour payer son coût. Signe des anciens, +1 pour chaque objet sous votre contrôle. Construction de deck, le classique pour cette boîte, 30 cartes, carte survivante de niveau 0, carte truand de niveau 1 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, jusqu'à 5 autres cartes truands de niveau 0. Et j'oublie toujours le terme, contrainte de construction de deck, opération juteuse, avidité et une faiblesse de base au hasard. Alors Bob Jenkins, j'oubliais 6 points de vie, 8 points de santé mentale. 2 de volonté, c'est faible, c'est une volonté de truand. 4 d'intelligence, c'est bien, c'est ce qui se fait de mieux pour un survivant. Voilà, moi j'ai enfin l'impression d'avoir un survivant qui est fait pour se spécialiser en enquête. 3 de force, c'est dans la moyenne. 3 d'agilité, c'est dans la moyenne. Donc, alors il n'y a pas une évidence à combattre ou à échapper aux méchants, mais si on s'en donne les moyens, il devrait être correct dans les deux. Et donc son truc à lui, ce sont les soutiens objets. Donc pour rappel, il peut regarder les soutiens objets qu'il y a dans les mains des autres investigateurs dans son lieu. Bon, moi ça me concerne pas parce que ça me concerne pas. Je sais que théoriquement on n'a pas le droit de révéler aux autres joueurs ce qu'on a en main, mais vu que moi je joue toujours en solo ou en solo, je connais toujours toutes les cartes qu'il y a dans les mains de tous les investigateurs. Et on a une action additionnel qui ne peut être utilisé que pour jouer un soutien objet de la main de n'importe quel investigateur dans le lieu, et en plus de ça, le coût pour payer le soutien en question est partagé entre Bob Jenkins et l'investigateur. Évidemment, Bob Jenkins peut utiliser cette capacité pour jouer les objets qu'il a dans sa main. Signe des anciens, alors +1 par objet sous votre contrôle. Potentiellement ça pourra lui faire un gros bonus numérique, mais comme je dis à chaque fois, les bonus numériques je m'en fous, donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un effet en plus, du style piocher une carte par paire de soutien objet sous votre contrôle, ou piocher une carte si vous avez au moins 3 soutiens objets sous votre contrôle, quelque chose comme ça. Là le signe des anciens, la plupart du temps il voudra dire comme t'as un modificateur positif, t'as réussi ton test. En tout cas en standard. En expert ça peut être très différent. Par exemple, vous dites je suis 4 en dessous de la difficulté du test. Par exemple, vous devez faire un test de volonté avec une difficulté de 6. Vous êtes K2, vous dites je suis à 4 en dessous. On est en mode expert. Ça sert à rien que j'attribue courage inattendu, écran, donc je me prépare à échouer au test. Vous piochez le signe des anciens, vous comptez, vous avez 4 objets en jeu, vous dites j'ai mon +4, donc je réussis tout pile. Mais la plupart du temps, ça sera assez anecdotique de piocher le signe des anciens. Voilà. Alors, un truc intéressant, comme il est dans la même logique de construction de deck que les 4 investigateurs précédents, il a accès aux cartes survivantes de niveau 0, mais pas aux cartes survivantes de niveau 1 à 5. Donc il a accès à récup de niveau 0,
mais pas à récup de niveau 2. Du coup, concrètement, s'il utilise récup, après que vous avez réussi blablabla, choisissez un objet dans votre pile de défausse et choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Et ensuite, il peut utiliser son action gratuite pour jouer l'objet en question. Alors, comme c'est une action jouée, s'il engage avec un ennemi, il se prend une attaque d'opportunité, mais à cette seule différence, c'est comme s'il avait eu un récup de niveau 2 qui, pour le coup, permet de soit ajouter l'objet dans la main, soit le jouer en payant son coût. Donc voilà, Bob Jenkins plus récup de niveau 0 égale récup de niveau 2. Sa carte signature, opération juteuse, un soutien qui coûte 2, très talent. Réduisez le coût de chaque soutien objet que vous jouez de 1. Réaction, quand vous jouez un soutien objet, jouez-le sous le contrôle de n'importe quel investigateur dans votre lieu. Cette carte est formidable, parce que chaque fois que vous jouez un soutien, vous réduisez son coût de 1. La carte coûte 2, alors il faut une action pour la jouer, donc vous jouez cette carte, vous jouez 3 soutiens objets, vous l'avez remboursé. Et alors la deuxième capacité, quand vous jouez un soutien objet, le jouer sous le contrôle de n'importe quel investigateur dans votre lieu, je suis dubitatif. Alors, Bob Jenkins, de base, il peut jouer les soutiens objets qu'il y a dans les mains des autres. Avec sa carte signature, il peut jouer les soutiens sous le contrôle de qui il veut. Donc quand on combine les deux, ça veut dire il peut, avec son action gratuite, jouer un soutien, un objet qui est dans la main de n'importe qui, et le jouer sous le contrôle de n'importe qui dans son lieu. Mais moi je suis dubitatif parce que globalement, quand je fais des decks, je pense les cartes d'un deck pour être utilisées dans ce deck. Et chaque deck va être généralement spécialisé dans une tâche. Donc par exemple dans le deck de Bob Jenkins, si je le spécialise en enquête, ces objets sont dédiés à l'enquête. L'autre investigateur sera dédié au combat. Dans son deck, il aura des objets pour le combat. Donc là par exemple, ça voudrait dire jouer Bob Jenkins en duo avec, mettons, que je trouve un bon exemple. Voilà, jouer Bob Jenkins en duo avec Mark Harrigan, mettre dans le deck de Bob Jenkins un Mauser C96 de niveau 2, et à un moment donné, jouer le Mauser sous le contrôle de Mark Harrigan pour que ça soit Mark Harrigan qui profite des effets du Mauser. Sauf que Mark Harrigan, il peut avoir accès, s'il lui faut le plus d'enforce, il a accès, par exemple, à la Thompson 45. S'il veut générer des ressources, il a accès à la Thompson 45 de niveau 3. Si je joue Bob Jenkins, ça sera a priori en duo avec un combattant, et a priori le combattant aura accès à des cartes meilleures pour le combat que ce que Bob Jenkins a à proposer. Et vice versa, Bob Jenkins aura de très bonnes cartes pour l'enquête, meilleures que ce que l'autre aura à proposer. Donc je pense pas que ça soit une partie de la carte très utile. Par contre, la réduction de coût est la bienvenue. Les objets auxquels il a accès, il y en a un bon paquet. Alors le premier à mentionner, selon moi, c'est le catalogue de Schaffner. Un soutien survivant de niveau 0 qui coûte 2, trait, objet et livre. Utilisation 5 secrets. S'il n'a pas de secret, défaussez-le. Vous pouvez dépenser les secrets sur le catalogue de Schaffner en tant que ressource pour payer les soutiens objets joués par des investigateurs dans votre lieu. Donc vous avez Bob Jenkins qui va jouer abondamment des objets, et là
il a un objet qui fournit des ressources pour jouer les autres objets. Concrètement, en partant du principe que vous avez joué votre soutien signature, le catalogue vous le jouez pour 1. Alors ça vous coûte une action, ça vous coûte une ressource, mais ensuite ça va vous faire une réduction de 5 ressources pour des objets, donc un bénéfice de 3. Si on compte tout en équivalent action basique. Maintenant, si on prend en compte le fait que Bob Jenkins a une action gratuite pour jouer les objets, l'action dépensée pour jouer le catalogue, c'est une action qui autrement n'aurait peut-être servi à rien. Donc, il coûte pas vraiment, je trouve qu'il coûte pas tout à fait 2 actions. Enfin, 2 équivalents actions. Voilà. Un truc à mentionner, donc je disais Bob, il joue plein d'objets. Si on le spécialise en enquête, il va jouer récup pour récupérer les objets dans sa main. Pour ça, il faut que les objets aillent dans la défausse. Il a accès à Joe le rat vigile de niveau 3, donc un soutien truand qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'allié, 3 points de vie, 2 points de santé mentale. Action rapide, dépensez une ressource, choisissez un soutien objet dans votre main et jouez-le en payant son coût. Action rapide, défaussez un soutien objet en jeu, gagnez 2 ressources. Alors le premier effet, c'est pas intéressant, Bob Jenkins a déjà le gain de l'action pour jouer l'objet. Par contre, la deuxième action rapide, ça va pouvoir servir à défausser des objets qui ne se défaussent pas tout seuls, et en plus gagner des ressources. Je pense par exemple à la lampe torche. Quand la lampe torche est vide, elle reste en jeu. Et bien avec Joey, vous la défaussez, vous gagnez de ressources, et ensuite, lors d'une enquête, vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous prenez la lampe torche, vous la mettez dans votre main, vous utilisez votre action gratuite, vous rejouez la lampe torche pour les 2 ressources que vous a donné Joey. Voilà. Voilà le genre de deck que je vous montrerai quand ça sera la semaine des exemples de deck. Alors sa faiblesse perso, avidité, c'est un défaut. Révélation, subissez une horreur. Je reprends. Révélation, subissez une horreur. Si vous avez 10 ressources ou moins, subissez une horreur supplémentaire. 5 ressources ou moins, subissez une horreur supplémentaire. 0 ressources, subissez une horreur supplémentaire. Si vous n'avez aucune ressource, vous prenez 4 horreurs. 5 ressources, de 1 à 5, vous prenez 3 horreurs. De 10 à 6, vous prenez 2 horreurs. 11 ressources ou plus, vous prenez une horreur. Donc Bob Jenkins, il faut qu'il stocke des ressources. Voilà. Du coup, c'est pas le survivant fauché. Au contraire. Alors, ça devrait pas être trop un problème parce que il a sa carte signature pour économiser des ressources, il a le catalogue de Schaffner pour lui fournir les ressources nécessaires pour payer ses objets, mais je crois que j'ai dit il commence avec 6 de santé mentale, non 8 de santé mentale. Si il n'a pas de ressources et qu'il pioche avidité, il se prend 4 horreurs, c'est la moitié de sa santé mentale initiale, c'est rude. Bon, il a accès aux précieux souvenirs notamment, donc ça absorbe 2 horreurs, c'est déjà pas mal, mais avidité, c'est la carte, je trouve, qui pousse à le jouer riche, et moi ça m'enthousiasme. J'adore l'archétype truand friqué. Là j'ai Bob Jenkins qui est un survivant. Ah oui, j'adore l'archétype truand friqué, mais je n'ai jamais été... je crois que j'ai jamais fait de deck survivant caché son jeu, donc survivant pauvre. Là j'ai un survivant qui, en gagnant de l'expérience, va mettre des cartes truand dans son deck et qui est incité à jouer un style truand riche. Vu sa faiblesse, on a envie d'avoir au moins 11 ressources.
Allez, on va dire 12 ressources, tant qu'à faire, et du coup, si on part du principe qu'on doit toujours avoir 12 ressources dans sa réserve pour ne pas subir trop avec la faiblesse, eh ben, relation influente de niveau 3, il y a accès bien sûr, limite de 1 par investigateur, action rapide, incliné, relation influente, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test pour chaque groupe de 4 ressources que vous possédez. Action rapide, dépenser de ressources, redresser relation influente, limite d'1 fois par round. Donc voilà, vous cherchez à avoir en permanence 12 ressources, et du coup, 1 fois par round, vous avez votre état, votre soutien là, qui vous donne un +3. Au passage, ça compensera votre volonté de 2. Moi, quand je joue un truand friqué, typiquement Tony Morgan, je me souviens jamais si Tony Morgan il a 1 ou 2 de volonté, mais même contre le cercle brisé, grâce à relation influente, je trouve que Tony ne souffre pas plus qu'un autre de sa faible volonté. Voilà. Alors, les cartes accessibles à Bob Jenkins, il y en a un paquet. Comme les fois précédentes, on va commencer par s'intéresser au combat, vu qu'il semble plus fait pour l'enquête. Hop. Alors, le couperet. Voilà, le couperet, un classique. Combattre, vous gagnez +1 en force pour cette attaque, +2 à la place si votre santé mentale est de 3 ou moins. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de soigner une horreur. En tant que coût supplémentaire pour initier cette capacité, vous avez le droit de subir une horreur pour que cette attaque inflige +1 dégât. C'est un survivant, il a accès à Peter Sylvestre de niveau 0, pas la version de niveau 2 par contre malheureusement. Donc il peut s'auto-infliger des horreurs Pete Sylvestre, enfin il peut accepter de prendre des horreurs, les mettre sur Peter Sylvestre et Peter Sylvestre se soigne petit à petit. Il part d'une force de 3, donc il fera son attaque à 4 ou à 5 s'il n'a plus que 3 de santé mentale ou moins, chose qui arrivera si il s'est pris sa faiblesse alors qu'il avait peu de ressources. Et si c'est le cas, en tuant des ennemis avec le couperet, il pourra se soigner pour compenser la pioche de la faiblesse. Voilà, donc Peter Sylvestre, ce que je disais, arme improvisée, bon, un grand classique, tout simplement vous diminuez de 1 la valeur de combat de votre adversaire, et si vous l'avez joué depuis la pile des fosses, vous infligez 2 dégâts lors de votre attaque. Delilah O'Rourke, très simple, comme tous les truands spécialisés en combat, elle va vous booster vos 2 stats, vous passez à 4 et 4, et si vous jouez un style riche, voilà, vous dépensez des ressources pour infliger des dégâts sans avoir à faire de test. Lonnie Rittner, la base du truand qui combat à sa force pour moi, voilà, vous donnez un +1 en force, et point important également, sa capacité, pour une ressource, vous allez soigner Lonnie Rittner de 1 et une horreur et soigner le soutien qui a de la santé, en l'occurrence la veste en cuir souvent, mais dans ce deck là ça pourrait être aussi le manteau de cuir, de 1 dégât. Donc Lonnie Rittner, non seulement elle booste votre force, mais en plus elle vous permet de mieux encaisser. Éventuellement vous pouvez toujours essayer de jouer survivant pauvre, donc cacher son jeu, ça vous boostera votre force et votre agilité. Cacher son jeu plus Lonnie Rittner, ça monte quand même la force de Bob à 5. Et ensuite il a son arme. Voilà. Et enfin, alors là plutôt si vous jouez en truand friqué, le Mauser C96 dont je parlais tout à l'heure, ça vous permet d'attaquer à 5, plutôt 6 ou 7 grâce à vos alliés, si vous vous spécialisez en combat. Et voilà, donc vous infligez 2 dégâts automatiquement, mais il faut incliner l'arme et elle ne se redresse que si vous gagnez assez largement. Par contre, ça peut aussi vous fournir des ressources.
On continue les indices. Un bon paquet de cartes. La première, la plus évidente pour moi, c'est le vieux porte-clés. Ça coûte 1, ça a 2 utilisations. S'il n'y a pas de clé sur le vieux porte-clés, défaussez-le. Action enquêter. Votre lieu perd 2 de valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, retirez une clé du vieux porte-clés. Et ça occupe un emplacement de main. Trait, objet, outil, j'oubliais. Donc, ça diminue la valeur occulte de votre lieu. Bob Jenkins, maintenant, il enquête à 4 contre valeur occulte -2. Ça fait a priori un beau différentiel. Et vous ne perdez une clé et donc une utilisation que si vous réussissez. Donc la carte vous garantit de réussite. Et oui, ça coûte seulement une ressource. Avec opération juteuse, la carte est gratuite. Elle se défausse toute seule. Vous avez un beau différentiel pour votre enquête. Ça vous donne des chances d'activer récup et de récupérer une autre carte d'enquête et la mettre dans votre main. Puis ensuite, comme je le disais tout à l'heure, vous utilisez votre action gratuite pour remettre une carte d'enquête en jeu. Lampe torche, je vais mettre la version avec une image. Donc là, ça coûte 2, ça a 3 provisions, moins 2 de valeur occulte, mais là vous dépensez la provision avant de savoir si vous avez réussi votre enquête ou pas. Mais si dans votre deck vous avez 2 fois le vieux porte-clés, 2 fois la lampe torche, ça vous fait quand même un total de... Les 2 vieux porte-clés vous garantissent 4 réussites, les 2 lampes torches vous donnent 6 tentatives, ce qui devrait quand même faire, j'espère, 4 ou 5 réussites. Alors bien évidemment... Ah non, pardon, j'avais mal lu. Outil de crochetage de niveau 1. Vous enquêtez à intelligence plus agilité, autrement dit 7, et il faut réussir de 2 ou moins pour ne pas dépenser de provisions. De toute façon, si vous perdez la dernière provision, la carte est défaussée. Et comme je le dis depuis tout à l'heure, vous mettez récup dans votre deck, et tous les objets qui vont dans votre défausse finiront par revenir dans votre main. Carte suivante, dérobée. Alors la version de niveau 0, ça entrera dans ces 5 cartes. Donc peut-être envisager la version de niveau 3 pour laisser les 5 emplacements pour autre chose. Bref. Dérobé de niveau 3, vous enquêtez avec votre agilité au lieu de votre intelligence, c'est-à-dire 3 au lieu de 4, c'est moins bon, certes. Par contre, en cas de réussite, vous découvrez 2 indices supplémentaires, donc 3 d'un coup, et si vous réussissez de 2 ou plus, vous renvoyez cette carte dans votre main à la fin du tour. Vous avez moins de chances de réussir votre enquête, mais en une action, vous trouvez 3 indices. Et si vous réussissez largement, la carte vous revient dans la main pour le tour prochain. Et comment être sûr de réussir largement ? Vous faites un deck style truand friqué. Vous avez, mettons, vos 12 ressources. Mauvais exemple. Vous avez vos 16 ressources, vous dépensez 4, il vous reste 12 ressources, ça vous donne un +3, et donc vous faites votre enquête à 6 contre valeur occulte du lieu. Bon, pas la meilleure carte, éventuellement... ça dépendra. Si vous jouez à 3 ou 4 investigateurs, ok, à moins, je sais pas. Parce que le problème, c'est quand même la carte est chère, et a priori, vous essaierez de limiter vos dépenses pour amasser votre pile de ressources. Bien évidemment, Lola Santiago, voilà. Plus en intelligence, plus en agilité. Action rapide, inclinez Lola Santiago et dépensez X ressources. Découvrez un indice dans votre lieu, X c'est la valeur occulte de votre lieu. Et on rappelle que l'action rapide peut être jouée pendant n'importe quelle fenêtre d'action rapide, y compris pendant une autre action. Du coup, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte, mettons de 3, vous enquêtez avec le vieux porte-clés, la valeur occulte descend à 1, vous entrez dans la fenêtre d'action rapide, et vous dites « J'incline la Santiago, je paie une ressource, je prends un indice dans mon lieu ».
puis vous continuez de résoudre l'action du vieux porte-clés, vous enquêtez à 5, grâce au bonus de Lola Santiago, contre 1. En standard, 5 contre 1, vous réussissez, sauf si vous piochez l'échec automatique. Et du coup, en une action, normalement, vous avez eu 2 indices, et de très bonnes chances d'activer Récu pour, comme je le dis à chaque fois, pour d'autres outils qui vous aideront à réussir d'autres enquêtes. Et enfin, rapport des services de renseignement, quand ça risque d'être vraiment trop dur de réussir une enquête, tout simplement, vous achetez l'indice. Et moi j'ai noté un truc. Dans un deck truand friqué, on essaie d'amasser les ressources pour avoir les meilleurs bonus possibles grâce à Relation Influente et grâce à d'autres cartes éventuellement. Donc on essaie de ne pas trop dépenser, mais arrive un moment où la fin du scénario est proche. Ce qui est important, c'est de finir avec la meilleure résolution possible, et ça sert à rien de finir le scénario avec 20 ressources. Avoir 20 ressources pendant la partie, ça vous donne un bonus de 5 avec relation influence de niveau 3, mais une fois que vous avez effectué votre dernière action, il n'y a plus d'intérêt. Du coup, rapport des services de renseignement, c'est toujours bien de les garder. Dernier tour de la partie, vous avez 20 ressources, donc votre première action, vous pouvez vous donner un plus 5 avec relation influente. Deuxième action, vous utilisez rapport des services de renseignement en payant 6, vous prenez 2 indices. Troisième action, pareil, vous payez 6, vous trouvez encore 2 indices, et pendant votre action d'enquête, vous avez peut-être utilisé Lola Santiago, voilà. Dernier round, vous avez potentiellement dépensé 13 ressources, mais vous avez eu vos 6 indices, par exemple. Voilà. Et bien évidemment, si vous jouez à un haut niveau de difficulté, on ne refuse jamais un effet sans test. Voilà. Rapport des services de renseignement, ça vous permet d'avoir des indices sans avoir à faire d'enquête. Donc ça ne se refuse pas. Maintenant, je le dis depuis tout à l'heure, Bob Jenkins, on a tout intérêt à le jouer en truand riche. Enfin là en l'occurrence c'est un survivant, mais il est fortement incité à jouer comme ça, pour ne pas subir trop de sa faiblesse, et pour profiter à fond des réductions de coûts de sa carte signature. Donc concrètement, toutes les cartes auxquelles il a accès qui mentionnent les ressources, voilà, bien évidemment il y en a qui sont faites pour l'archétype survivant pauvre, mais qu'est-ce qu'il a ? Il a accès à partir perdant, voilà, il initie un test de compétence, il augmente la difficulté de 2, il prend 2 ressources, ou une carte. Donc si vous faites un test et que ça vous gêne pas de le rater, par exemple vous faites un test de, j'oublie toujours le nom de cette traîtrise, test de volonté de difficulté 4, en cas d'échec défausser un soutien. Imaginons qu'en jeu vous avez une lampe torche qui n'a plus de provision, ça vous gêne pas de la défausser. Donc vous en profitez, vous passez la difficulté de 4 à 6, vous prenez vos 2 ressources. Vous piochez le pion, vous dites « Ah, c'est raté, je m'en fous, allez hop ». La lampe torche est dans la défausse, et même, c'est un avantage qu'elle soit dans la défausse, vu que je peux maintenant la récupérer. Alors, c'est de niveau 0, mais si vous jouez la liste des tabous, ça vous coûte 3 XP. Si on joue partir perdant, on pense à garder courage, voilà. Compétence, pas d'icône, attribuable à n'importe quel test de compétence en un exemplaire max. En cas d'échec, l'investigateur qui effectue le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Donc vous combinez partir perdant et garder courage. Vous essayez d'échouer au test et si vous échouez, au total 4 ressources et 2 cartes. 4 ressources, c'est un bonus de relation influente qui augmente de 1. C'est bon.
À chaque jour suffit sa peine, un permanent truand de niveau 3. Vous débutez chaque partie avec 2 ressources supplémentaires. Voilà, ça vous permet de commencer... Ça vous permet d'avoir un bon bonus de relations influentes assez tôt dans la partie. Encore une fois, vous en avez 2, alors pour 6 XP, vous avez les 2 dans votre deck. Vous commencez avec 4 ressources de plus et donc un bonus de relations influentes augmenté de 1. Cambriolage, j'ai mis la version de niveau 2. Alors, j'ai vu beaucoup de gens, je pense que c'est marqué là notamment. Voilà, je suis d'accord avec le consensus, cette carte est bizarre, blablabla. Un qui dit c'est pas très bon. Mais bref, dans un deck Bob Jenkins, une fois par round, vu qu'il faut incliner, vous faites une enquête, vous avez votre valeur de base de 4, ouais c'est ça, 4, votre plus 1 probablement de Lola Santiago, vous pouvez éventuellement vous donner un bonus de relation influente par exemple, si vous n'en avez pas besoin pour autre chose, vous faites une enquête, si vous réussissez tout pile, enfin vous gagnez, voilà, vous gagnez 2 ressources plus une ressource supplémentaire par point de réussite, jusqu'à un maximum de plus 3. Donc si vous ratez votre enquête, vous avez... Ah oui, et vous ne découvrez pas d'indice. Donc si vous ratez votre enquête, vous avez tout perdu. Si vous réussissez de 0, 2 ressources. Si vous réussissez largement, vous avez 5 ressources en une action. 5 ressources en une action, c'est le bénéfice qu'on fait avec série gagnante de niveau 2. Alors le truc c'est que cambriolage, ça vous coûte 2 XP pour le mettre dans votre deck. Une ressource et une action pour le jouer. C'est pas un objet, donc on peut pas éviter de payer une ressource et on peut pas éviter de payer l'action. Donc 2 équivalents actions pour le jouer, une action pour l'utiliser, et chaque réussite donne de 2 à 5 ressources, ou 2 à 5 équivalents actions quand on compte comme ça. Donc si vous l'utilisez et que vous avez la meilleure réussite possible, 2 équivalents actions pour le jouer, enfin 3 équivalents actions au total, 2 pour le jouer, 1 pour l'activer, et vous faites un gain de 5, donc un bénéfice de 2. Si une deuxième fois vous avez l'effet maximum, 4 de coût au total pour un bénéfice total de 10. C'est quand même une carte qui va mettre du temps à se rentabiliser. Enfin, ça met du temps à se rentabiliser, non. Si vous avez la meilleure réussite possible, c'est rentabilisé dès la première utilisation. Mais si vous réussissez de peu, pour que ça vaille vraiment le coup, notamment le coup en XP, il faudra beaucoup de temps. Alors Dario Elamine, un allié truand de niveau 0, il coûte 4. Tant que vous avez au moins 10 ressources, vous gagnez plus 1 de volonté et plus 1 d'intelligence. Et il peut vous générer des ressources pour une action s'il n'y a pas d'ennemi dans le lieu. A priori, ça serait son bonus passif conditionnel qui intéresserait. Donc vous accumulez des ressources, dès que vous en avez 10, vous avez un autre bonus passif d'intelligence. Et un bonus de volonté pour mieux résister au deck de rencontre. Sauf que le bonus de volonté il vous mène à 3, et 3 ça reste, j'allais dire la base. C'est la moyenne, donc c'est pas ça qui vous sauvera. Cible facile, événement truand de niveau 1, ça coûte 0, myriade, gagner 2 ressources et piocher une carte. Réaction, après avoir joué cible facile, jouez gratuitement un autre exemplaire de cible facile de votre main. Donc, idéalement, vous en accumulez, vous en avez un premier, vous le jouez pas, vous attendez d'avoir le deuxième, voire d'avoir le troisième, et en une action, vous pouvez gagner 2, 4 ou 6 ressources et piocher 1, 2 ou 3 cartes. Tout ça pour seulement 1 XP, la triplette de cartes. C'est simple et efficace. À partir du moment où votre deck pioche bien, à partir du moment où votre deck pioche assez bien
pour vous garantir d'avoir au moins 2 exemplaires à chaque scénario, c'est une très bonne carte. Et dans votre deck, alors partir perdant, je suppose que la plupart du temps vous choisirez de prendre les ressources, mais gardez courage, à chaque utilisation, vous piochez 2 cartes. Si vous ne ratez pas votre échec, on va dire ça, si vous les ratez, que vous attribuez garder courage et que vous réussissez, vous réussissez votre test, vous avez raté votre échec. Mais bref, en tout cas, cible facile, une façon simple de gagner 4 ou 6 ressources en une seule action. Série gagnante de niveau 2, vous dépensez 5 ressources pour en gagner 10, donc bénéfice de 5, et la version de niveau 4, vous en dépensez 3 pour en gagner 10, donc un bénéfice de 7. C'est simple et efficace. Alors ces 2 cartes, les 2 versions de série gagnante nécessitent qu'on ait les ressources à investir, mais comme vous jouez un deck friqué, vous les avez les ressources, donc c'est pas un problème normalement. Le catalogue de Schaffner, dont j'ai parlé plus tôt, ça vous donne pas de ressources, mais vu que ça vous évite de dépenser vos ressources pour vous jouer vos objets, c'est un gain. Voilà, un sou économisé, c'est un sou gagné, comme on disait autant jadis. Ah oui, chose que j'ai pas mentionnée plus tôt, c'est un objet qui n'occupe pas d'emplacement. Donc vous pouvez avoir un objet dans chaque main, une copie du catalogue de Schaffner, voire même 2 copies du catalogue de Schaffner en jeu. C'est pas en compétition avec un autre objet, pour un emplacement. Et une carte de ce set que j'adore déjà. Alors, j'ai encore une fois pas le nom sous les yeux. Je sais pas moi, emprunt. Je vais voir rapidement ce qu'on me propose comme traduction. Ouais, bon. Comme traduction, prêt peu scrupuleux. Bon. Bref, c'est un soutien truand et survivant de niveau 3, qui coûte 0, trait pacte, limite d'1 par investigateur, ne peut pas quitter le jeu. Réaction, après que vous jouez le prêt peu scrupuleux, gagnez 10 ressources, forcé, quand la partie se termine ou que vous êtes éliminé. Si vous avez moins de 10 ressources dans votre réserve de ressources, exilez le prêt peu scrupuleux. Alors, pour rappel, exiler, ça veut dire que vous retirez la carte de votre deck. Si vous voulez la récupérer, il faut repayer son coût en XP. Cette carte est géniale parce que, en une action, d'un coup, paf, 10 ressources. Et tout ce que vous avez à faire, c'est ne jamais descendre en dessous de 10 ressources. Et même, si à un moment donné, vous devez dépenser plein de ressources pour avoir une bonne résolution de scénario, vous le faites. La carte est exilée, et puis vous avez perdu 3 XP, c'est tout, c'est pas trop grave. Si ça peut vous permettre si vous avez l'impression que ça vous donnait de bien meilleures chances de gagner la campagne, faut pas hésiter. Mais voilà, vous en mettez, comme vous avez le droit d'en avoir qu'un par investigateur, vous en mettez un exemplaire dans votre deck, et dès que vous l'avez en main, vous jouez 10 ressources de plus, avec relation influente de niveau 0, ça vous fait une augmentation de 2 du bonus. Avec la version de niveau 3, ça fait 2,5. Ou alors 2, puis on redresse, puis de nouveau 2. Enfin 2 additionnels, je veux dire. Donc une excellente carte. Éventuellement, je pense qu'on peut... je pense qu'on peut envisager de mettre uniquement ça et 3 copies de cible facile comme carte destinée uniquement au gain de ressources, si on ne cherche pas à amasser une pile de ressources. Parce que 10 ressources, tant qu'on les dépense pas, c'est extrêmement efficace. Et pour des raisons d'efficacité et de thème, c'est une carte que je mettrai aussi dans tous mes decks Preston désormais. Alors, Untimely Transaction. Donc apparemment ça se traduit par transaction inopportune. Faveur, c'est de niveau 1, ça coûte 0.
Donc trait faveur, révélez un objet dans votre main. Un autre investigateur dans votre lieu peut jouer ce... Je vais y arriver. Un autre joueur peut jouer ce soutien comme s'il était dans leur main, comme s'il était dans sa main, pardon. S'il le fait, piochez une carte et gagnez autant de ressources que le coût en ressources imprimées de ce soutien. Bon. Donc là, vous mettez une carte, ça rappelle un peu ce que j'avais dit au sujet d'opération juteuse. Moi, c'est pas trop mon style de jeu, mais éventuellement, vous allez mettre dans le deck Bob Jenkins un objet destiné à l'autre investigateur. Donc, par exemple, si vous jouez en duo avec Mark Harrigan, vous allez mettre dans votre deck le fusil à canoncier. Voilà, cette carte-là. Donc vous avez ça dans votre main. Vous jouez transaction inopportune. Vous révélez le fusil à canoncier. Mark Harrigan joue le fusil à canoncier sous son contrôle. Donc il a une arme à feu. Une arme à feu. Qui pourra recharger avec son aventurier. Quand il fera une action combat, il pourra attribuer coup vicieux, maîtrise ou effort de guerre. Et grâce à transaction précoce, au moment où il le joue, vous piochez une carte et vous gagnez des ressources, autant de ressources que le coût de la carte, donc en l'occurrence 3 ressources. Bon. Enfin, ça veut dire qu'il faut avoir dans son deck dépensé l'XP pour une super bonne carte qui coûte cher. Il faut que l'autre investigateur joue la carte, donc il ait notamment les ressources disponibles. Et tout ça pour que vous puissiez gagner une carte et autant de ressources que le coût de l'objet. Alors je vais regarder rapidement. Donc que les objets, un peu de temps pour charger. Donc les cartes auxquelles a accès Bob Jenkins, spécifiquement celles qui ont le trait objet. Voilà, et on va trier par coup. Le truc, alors, ça mouline un petit peu. Le coût le plus élevé, ça va être 5 pour la Thompson 45 de niveau 3, la sulfateuse, le fendoir vétuste. Voilà. Mais, que je dise pas de bêtises. Donc, si c'est un objet qui coûte peu, vous gagnez peu de ressources. Si c'est un objet qui coûte beaucoup, vous gagnez beaucoup de ressources, mais ça veut dire que l'autre investigateur a dû dépenser beaucoup de ressources. En fait, d'une certaine façon, c'est un transfert de ressources. Parce que alors, c'est l'autre investigateur qui doit, méplay, un over méplay. Donc c'est l'autre qui joue votre objet. Et que je vérifie un truc. Voilà, le catalogue de Schaffner, c'est vous pouvez dépenser des secrets, donc vous, pas l'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Voilà. Donc en fait, si le joueur qui joue Bob Jenkins met cette carte-là dans son deck, met une carte très coûteuse, par exemple le fendoir vétuste, qui coûte 5 ressources. Pour pouvoir avoir la pioche de la carte et les 5 ressources, il faut que l'autre investigateur ait la capacité de sortir les 5 ressources. Si l'autre investigateur est un gardien, ça va être dur, les gardiens sont pas très riches. Les classes qui amassent le plus facilement des ressources sont les truands. Donc éventuellement, si vous jouez en duo avec Tony Morgan, par exemple. Ou alors, les chercheurs ont de bons effets de gain de ressources. Sauf que les cartes les plus chères, les objets les plus chers, combat, soin, combat, encore du combat, de la résistance au deck de rencontre et du combat,
Totem macabre, ok. L'éventail, donc Black Fan, ouais. Bref, ça va être dur de trouver la carte idéale. Mais sur le papier, c'est amusant. Alors peut-être plutôt si vous jouez à 3 investigateurs et que vous prenez Bob Jenkins comme polyvalent. Parce que dans ce cas-là, le combattant... Enfin, vous mettez dans le deck de Bob Jenkins... Comment on formule ça ? Enfin bref, vous mettez dans le deck de Bob Jenkins l'outil de crochetage qui coûte, si ma mémoire est bonne, 3 ressources. Vous mettez la sulfateuse qui coûte 5. Quand l'enquêteur principal a un peu de mal à récolter rapidement les indices, vous lui proposez de jouer vos outils de crochetage, et si c'est le combattant qui galère un peu, vous lui filez Fendoir Vétuste, Thomson 45 ou Sulfateuse. Mais je trouve que c'est quand même un peu poussif comme combo. Donc bien évidemment, vous jouez un deck friqué relation influente de niveau 3. Et enfin, nouvelle carte du pack. Autrement dit, j'ai toujours pas le titre en français. Bon, disons l'éventail noir, voilà, The Black Fan. Un soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et relique, exceptionnel, donc il va coûter 6 XP. Tant que vous avez 10 ressources ou plus, vous gagnez plus 1 en santé et plus 1 en santé mentale. 15 ressources ou plus, vous pouvez effectuer une action supplémentaire lors de votre tour. 20 ressources ou plus, vous avez plus 1 à chacune de vos compétences. Cette carte-là est formidable. Alors, certes, elle va vous coûter 6 XP au total, mais encore une fois, si vous jouez à fond dans la logique friquée, si vous mettez ça dans votre deck, vous visez en permanence les 20 ressources. Sachant que votre carte signature vous donne une réduction de 1 pour chaque objet, que chaque fois que vous mettez en jeu le catalogue de Schaffner, vous économisez 5 ressources au total sur les objets que vous jouez, que tous les objets qui ne se défaussent pas eux-mêmes peuvent vous rapporter 2 ressources quand vous les défaussez avec Joël le Ravigile, etc., etc. Bref, les 20 ressources, c'est tout à fait crédible, tout à fait possible. Et une fois que vous avez cette carte-là, son maximum, elle vous donne plus 1 de vie et plus 1 de santé mentale. Donc vous passez à 7 et 9. C'est génial. Ça va notamment vous permettre de moins craindre le deck de rencontre. Mais vous avez aussi droit à une 4e action. Vous avez maintenant 4 actions plus l'action gratuite pour jouer les objets. Et en plus de ça, vous avez plus 1 à chacune de vos compétences. Donc vous êtes désormais 3, 5, 4, 4. Encore meilleur en enquête. Donc encore plus de chances d'activer récup, donc de récupérer vieux porte-clés et lampe torche pour réussir toutes vos enquêtes, ou presque. Encore plus de chances de récupérer le catalogue de Schaffner pour avoir les réductions et avoir moins besoin d'utiliser des ressources, donc vraiment c'est un cercle vertueux. Alors parlons maintenant des cartes qu'on aimerait mettre en quantité dans le deck, mais dont on ne peut avoir que 5 exemplaires au total. Autrement dit, les cartes truands de niveau 0. Éventuellement cambriolage, j'en parlais tout à l'heure, mais si on croit en la carte, on peut prendre la version de niveau 2. L'étui à cigarette porte-bonheur, ça coûte 2, ça occupe un emplacement d'accessoire, réaction, après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez l'étui à cigarette porte-bonheur, piochez une carte. Moi, tel que je vois le deck de Bob Jenkins, on fait de la récursion d'outils d'enquête qui diminuent de 2 la valeur occulte du lieu. Si on table sur le fait que les lieux vont avoir généralement une valeur occulte de 3, on va faire beaucoup d'enquêtes à 4 contre 1, si on a rien de plus. Pour peu qu'on ait un allié approprié, on va être à 5 contre 1.
On joue en standard, on s'attend à piocher un -2, 5 -2, 3. 3 par rapport à 1, on réussit de 2. Donc l'étui à cigarette porte-bonheur, on a de bonnes chances de l'activer à chaque round, et donc de piocher une carte de plus à chaque round, c'est très efficace, mais là, on n'y a pas accès, donc soit il faudra s'en passer, soit aller directement à la version de niveau 3. Gregory Grail, une carte que j'adore dans mes débuts de deck Tony Morgan notamment, un allié qui coûte 3, utilisation 9 ressources, réaction, quand vous initiez un test de compétence, dépensez jusqu'à 3 ressources de Gregory Grail, en cas de ressources avec une différence au moins égale à ce montant, gagnez un nombre équivalent de ressources. Je reprends mon exemple. Vous avez une intelligence de 4, vous enquêtez dans un lieu qui ne va le recul de 3 avec vieux porte-clés ou lampe torche, vous êtes donc à 3 au-dessus de la difficulté du lieu, vous partez du principe que vous piocherez un -2, vous misez une ressource, si vous réussissez d'au moins 1, vous misez une ressource qui est sur Gregory Gris, et si vous réussissez d'au moins 1, vous prenez cette ressource. Si tout se passe pour le mieux, vous le payez 3, il vous rapporte 9, et ensuite vous le sacrifiez à un reste pourrissant, ou une autre traîtrise qui inflige des horreurs. Donc dans un deck truand friqué, je trouve que la carte est très intéressante pour le premier ou les 2 premiers scénarios de la campagne, mais là on n'aura peut-être pas la place. Léo De Luca. Alors, une action additionnelle par tour, c'est très bien. Moi j'ai toujours une hésitation avec Léo De Luca vu qu'il coûte 6, et là on est dans un deck qui cherche à accumuler les ressources, mais qui à côté de ça a beaucoup de solutions d'économie et de réduction de coûts. Donc il faudra voir si on pense qu'il se rentabilise bien dans un deck qui cherche à accumuler des ressources, mais toujours est-il que il entre dans la limite des 5, à moins qu'on dépense un XP pour l'améliorer. Lonnie Rittner, alors si vous cherchez... Ah, je t'ai interrompu. Lonnie Rittner si vous pensez beaucoup combattre. Voilà. Si vous jouez Lonnie Rittner, vous pouvez être tenté de mettre la veste de cuir pour utiliser la capacité de soin de Lonnie Rittner, mais Bob Jenkins, il peut choisir le manteau de cuir, 2 ressources de moins, autant d'encaissement, mais ça nécessite une action de le jouer, une action pour le jouer. Bon. Relation influente, on a accès à la version de niveau 3, mais ça coûte 3 XP. Alors, Scoutehead, encore une fois, je vais partir du principe que ça se traduit par partir en éclaireur. Se déplacer, déplacez-vous jusqu'à 3 fois, les ennemis ne vous engagent pas lors de ce déplacement. Toujours très bon de se déplacer plusieurs fois pour une seule action, et notamment très bon dans tous les scénarios qui vous demandent de revenir sur vos pas. Notamment, comment ça s'appelle déjà, lever de rideau, la ruine des Estli, les ruines d'Estli, un nom comme ça. Et enfin, astuce, une compétence qui a un icône d'intelligence, un icône d'agilité. Si vous avez 5 ressources, 2 et 2. Si vous avez 10 ressources, 3 et 3. Voilà, vous jouez friqué, c'est une très bonne compétence. Maintenant, les cartes qu'on aimerait pouvoir mettre dans son deck, mais auxquelles il n'a pas accès. Autrement dit, les cartes survivants de niveau 1 ou plus. Facilité d'apprentissage. Alors, je ne l'ai pas mentionné là. Je vais peut-être le rajouter rapidement. Allez, je vais le rajouter rapidement. Oui, donc, je verrai quand je ferai mon montage. Bob Jenkins a accès à un certain nombre d'effets de gain d'action. Alors, le classique, Léo De Luca, voilà, une action de plus. Alors, pour rappel, Bob Jenkins, il a les 3 actions habituelles, plus éventuellement une 4e spécifiquement pour jouer un objet. Donc, partons du principe que vous utilisez toutes vos actions, ça fait 4. Léo De Luca, ça fait 5. Avec hâte, si vous faites 2 fois de suite la même action, vous en avez une 6e. Avec
Blur, vous utilisez une action pour vous échapper. En cas de réussite, vous pouvez dépenser 1 ou 2 charges pour effectuer ce même nombre d'actions. Donc on est maintenant à potentiellement 7 voire 8. Œil du djinn, réaction quand vous initiez un test de compétence, blablabla. Si un pion maudit est révélé lors de ce test, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant ce tour. Alors c'est conditionnel, mais bon, on pourrait monter à 9. L'éventail noir, si vous avez assez de ressources, une action, donc ça fait 10. Occasionnellement, avec un atout dans la manche, 11 actions. Présence d'esprit, en réussissant de 2 votre test, vous gagnez une action. Donc 12. Alors, bon, 12 c'est le cas extrême, mais quand même, les 3 de base, plus celle, je sais pas si vous voyez bien, 3 de base, une pour jouer un objet, Léo Deluca, ça fait 5. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, hâte, ça fait 6, et l'éventail noir, 7. Sans aller chercher les cas les plus extrêmes, 7 actions dans le tour, c'est faisable si vous choisissez d'insister sur le gain d'action. Voilà, donc je disais 7 actions pendant un round, c'est pas trop dur. 7ème action, vous jouez, jour de paix. Et ben voilà, pour une action, vous avez 7 ressources. Mais bref, là où je voulais en venir, facilité d'apprentissage, vous y avez pas accès parce que c'est de niveau 4. Avant ou pendant votre première action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez augmente de 1. Pendant ou après votre 3e action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez diminue de 1. J'avais joué un deck Wendy Adams avec facilité d'apprentissage x2, Léo Deluca et hâte, donc qui normalement avait 5 actions par round, 2 actions à difficulté plus 2, une action à difficulté plus 2, puis une action à difficulté normale, puis normalement 3 actions à difficulté moins 2, et c'était très fort. Bob Jenkins, lui, il a, sans trop de difficulté, 7 actions pendant son tour. Donc ça aurait été extrêmement puissant. Acculé, le talent survivant. Action rapide, défaussez une carte de votre main, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Limite d'une fois par test. Et dans un deck Bob Jenkins, ça aurait été génial en combinaison avec récup. J'ai un test difficile, je défausse un objet pour me donner plus 2, et ensuite cet objet, je le reprendrai dans ma main grâce à une enquête réussie de 2. Antique traité, si vous jouez béni, l'antique traité est pour moi le meilleur des 5 traités. Bob Jenkins, lui, il a uniquement accès au faux traité, le traité des truands, et donc on va avoir du mal à le jouer en béni. Enfin, moi je trouve que si on veut jouer béni ou maudit, il faut un bon traité. Et le seul traité auquel il a accès, c'est le traité truand qui est fait pour jouer maudit. Voilà. Esprit d'humanité, dans une logique de deck béni, c'est très efficace. Peter Sylvestre de niveau 2, il peut avoir que la version de niveau 0. Catastrophe, de façon générale c'est génial, même si pour lui, il n'a pas un signe des anciens formidable. Et regard acéré, regard acéré, ça lui permettait d'avoir un +3 pour une enquête, donc d'enquêter à 7 et de prendre 2 indices en cas de réussite de 2 ou plus. Et pour finir, les autres survivants enquêteurs. Wendy Adams, elle a 3 d'intelligence, pas 4. Elle a accès à un mélange de cartes survivants et de cartes truands.
Et elle a l'avantage de pouvoir remplacer un pion du chaos par un autre pion du chaos, donc elle est très efficace en enquête. Et comme je le disais juste avant, mon deck Wendy Adams, facilité d'apprentissage, on fait la moitié des enquêtes. Enfin non, je vais reformuler. Mon deck Wendy Adams, facilité d'apprentissage, les enquêtes vont être faites à valeur occulte -1, voire -2, voire -4. Très peu de risques d'échouer aux enquêtes, c'est un deck extrêmement efficace. Voilà, y compris à des niveaux de difficulté élevés, parce que à partir du moment où vous diminuez la difficulté et que vous repiochez les pions qui vous font rater, vous en moquez qu'il y ait des -6 ou -8 dans le sac du chaos. Et le deck en question, voilà, c'est celui-là. Donc je disais facilité d'apprentissage x2, Léo DeLuca x2, hâte x2, ça c'est pour les 5 actions dont 3 difficultés diminuées. Vieux porte-clés pour -2 de valeur occulte, lanterne pour -1 de valeur occulte, faire avec les moyens du bord pour -1 de valeur occulte. Les fois où on se plante, on joue regardez ce que j'ai trouvé. Sinon, quand on se plante, on peut jouer chanceux. Voilà. Forcer l'entrée, on enquête à 3+4, donc 7. Se faufiler quand il y a un ennemi qu'on veut pas gérer. Véritable survivant pour récupérer les compétences. Et les compétences, regard acéré pour trouver 2 indices d'un coup. Garder courage plus partir perdant pour atteindre ses bonnes cartes. Dégourdi pour récupérer véritable survivant. Alors véritable survivant, non, il n'a pas encore été erraté. Enfin erraté, mis sur la liste des tabous. Donc voilà, ça c'est un deck très efficace. Alors je sais pas si c'est la dernière version que j'ai jouée. Pas de lapin de niveau 3, ça dépendra du niveau de difficulté. Preston Fairmont, pour moi c'est fluffiquement c'est le truand friqué. Son sous-titre c'est le millionnaire. Il a que 1 dans chacune de ses compétences, et donc il va falloir jouer avec rapport des services de renseignement, il va falloir descendre la valeur occulte le plus bas possible avec lampe torche, avec vieux porte-clés, avec faire avec les moyens du bord. Il va falloir utiliser le Lola Santiago pour acheter les indices et essayer de gagner un maximum de ressources pour qu'une fois de temps en temps, on dépense une action, on transfère les ressources qu'il y a sur son héritage dans la réserve de ressources. Quand on doit dépenser des ressources, on dépense idéalement pas plus que les 4 ressources qui sont sur l'héritage, qui sont mises sur l'héritage à chaque phase d'investigateur, et donc petit à petit on augmente son pactole et on utilise relation influente de niveau 3 pour des bonus efficaces. Voilà. Alors là, Preston Fairmont dédoubleur, je pense pas avoir joué ce deck là. Donc lampe torche, vieux porte-clés, faire avec les moyens du bord, regardez ce que j'ai trouvé amélioré, rapport des services de renseignement, dérober, dérober la version améliorée pour qu'il revienne dans votre main. Alors il faudra avoir un bon bonus. En compétence perception, Léo DeLuca pour l'action, Lola Santiago pour les bonus, flambeur pour se donner des bonus, relation influente, alors là c'est une vieille liste de decks, donc c'est bien relation influente de niveau 3. Débrouillard, vu que sur l'héritage on a 4 ressources à chaque phase d'investigation, ça peut permettre de donner 2 fois plus 3 en intelligence, donc un plus 6. Ah oui, c'est une vieille liste des tabous ça, donc c'est un deck que j'ai dû faire il y a longtemps. Donc voilà, on a série gagnante pour des ressources, cible facile pour des ressources, manœuvre audacieuse c'est pour récupérer des robés en main, et on a le dédoublé. Voilà, réaction après que vous avez joué un événement incliné dédoublé, jouez de nouveau cet événement comme s'il était dans votre main. Vous dépensez 5 ressources
Pour jouer série gagnante, vous en gagnez 10 qui vont sur l'héritage, vous inclinez des doublés, vous en redépensez 5, vous en regagnez 10, donc vous avez dépensé 10 ressources pour en gagner 20, vous avez fait un bénéfice de 10 ressources, maintenant vous dépensez une action et vous rapatriez les a priori 10, non pardon, enfin bref, mettons que vous avez pris des ressources de votre réserve personnelle pour payer, et ben vous avez maintenant 24 ressources sur la série gagnante, sur l'héritage, une action, vous rapatriez tout dans votre réserve, voilà. Quand vous échouez à une enquête, vous jouez regardez ce que j'ai trouvé pour 2 indices, puis vous le dédoublez, pareil pour faire avec les moyens du bord, cible facile encore une fois pour des ressources et de la pioche, bon, voilà. Voilà, et comme je disais, jusqu'à présent, il y avait que Wendy et Preston qui avaient cette impression de, en tout cas pour moi, d'être bien taillés pour l'enquête. Ça se voit que c'est l'investigateur qui m'enthousiasme le plus, je pense. On suit à 1h20 de rush en comptant tous les problèmes techniques. Donc, rapide conclusion. Voilà, Bob Jenkins des 5, c'est celui que j'ai le plus hâte de jouer. Il va me permettre de jouer Truand Friqué, qui est un de mes styles de deck favoris actuellement, mais dans un deck survivant. Donc je vais jouer Truand Friqué avec des cartes survivants de niveau 0, avec des cartes truands de niveau 1 à 5, avec des effets de récursion, et moi j'adore cette idée, ma carte que j'ai utilisée, bientôt je vais la réutiliser. Donc vraiment, ça m'enthousiasme, il a 4 d'intelligence, c'est bien. En dehors des chercheurs, on peut pas s'attendre à mieux. Il a des réductions sur des réductions de coûts sur les objets. Il a accès à de très bons objets d'enquête. Il a accès à des objets qui vont le rendre beaucoup plus efficace une fois qu'il aura amassé suffisamment de ressources. Donc vraiment, il m'enthousiasme et je pense qu'il peut facilement être très efficace. Mais ça, encore une fois, on se retrouve mi-mars pour ma suggestion de deck. Ce coup-ci, je sais déjà que ça sera pour un duo avec un investigateur spécialisé en combat. Bon, moi je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Encore une fois, comme je le disais dans les vidéos précédentes, plein de vidéos en ce début d'année 2022, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez entendre mon avis sur les 133 de mémoire cartes de ce cycle. Moi je vais aller manger et pour le moment je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.